m'appelle Magali Fricaudet, je suis d'abord une militante pour le droit au logement et à la ville. C'est à ce titre que je co-préside l'association ETEC. Par ailleurs, de métier, je suis attachée territoriale, donc je travaille dans des communes. Et puis j'ai passé 3 ans à Barcelone, où je coordonnais la commission inclusion sociale, démocratie participative et droits humains de l'Organisation mondiale des pouvoirs locaux qui s'appelle CGLU. Et c'est aussi quand j'étais à Barcelone que j'ai participé à Barcelona en Comú. En 1968, Henri Lefebvre, qui était un philosophe de la fac de Nanterre, a écrit un livre sur le droit à la ville où déjà il dénonçait la façon dont on faisait la ville de façon très fonctionnaliste, au service de la production, des intérêts d'une élite, et qu'on concevait la ville au détriment des gens. Il invitait les habitants à se réapproprier la ville, à la réinvestir. Et du coup, ce slogan du droit à la ville, il a revu le jour dans les années 2000, à partir des luttes urbaines en Amérique latine, où des mouvements d'habitants, principalement des gens qui habitaient aussi des quartiers précaires, se sont organisés et ils demandaient « on veut la ville pour les gens et pas pour les profits ». Et donc, moi, je vois un lien très très fort entre le droit au logement et le municipalisme. Parce que, en tout cas, ce que je connais le mieux, c'est-à-dire l'Espagne, il y a eu un moment politique important dans les années 2000, 2006, par là, il y avait ce qu'on appelait les assemblées pour le droit au logement digne, à partir du moment où l'Espagne vivait un phénomène spéculatif massif qui rendait très difficile l'accès au logement pour toute une classe, notamment de jeunes précaires, qu'on appelait les mileuristas, ils gagnaient 1 000 euros, et qui ont commencé à s'organiser, à dénoncer la spéculation, notamment avec une organisation qui s'appelle Ecologistas en Acción, écologistes en action. Et à partir de là, 2008 arrive, crise des subprimes, il y a un mouvement il y a des expulsions hypothécaires massives, 500 000 familles entre 2008 et 2014 espagnoles qui se retrouvent à la rue. Là se crée un mouvement social assez inédit, la PA, la plateforme des personnes affectées par les hypothèques, et qui en fait est un peu les prémices du municipalisme et aussi du mouvement des indignés en fait, qui en 2011 occupe les places. Donc il y a vraiment cette idée de réinvestir la ville, d'en faire un forum, une agora dans l'espace public et de travailler sur la question du logement, qui était vraiment le bien basique, quoi, le bien essentiel, le droit essentiel des habitants dont ils se retrouvaient privés. Donc c'était un impact extrêmement concret en fait de la marchandisation des villes, c'était les expulsions de logements. Et c'est comme ça qu'Ada Colau, par exemple, vient de ce mouvement de la plateforme des affectés par les hypothèques. C'est comme ça qu'il y a eu des mouvements très intéressants aussi, par exemple à Vancouver ou dans d'autres villes, où le logement est devenu une question centrale de la repolitisation du quotidien, de la repolitisation des habitants. Moi, j'ai tendance à considérer que tous les mouvements sociaux sont politiques, à partir du moment où il y a une volonté d'investir le champ de l'espace public par des personnes qui revendiquent leurs droits. Un mouvement social est un mouvement politique. Le municipalisme, c'est peut-être le passage à la capacité de proposition politique, d'un programme politique au niveau d'un territoire, d'une confluence de mouvements sociaux. Évidemment que c'est bien de passer aux élections. Maintenant, je pense que c'est pas une fin en soi. Ce qui est intéressant, c'est le processus de repolitisation des gens à partir d'enjeux très concrets, d'enjeux du quotidien. Se présenter aux élections, il ne faut pas que ça devienne une fin, parce que l'idée, c'est aussi de travailler le rapport au pouvoir. Si la finalité du municipalisme, c'est de reprendre la ville à travers les élections, je pense que c'est faire fausse route. Je pense que c'est un processus qui se construit et que quand la confluence des mouvements est suffisamment mûre pour se présenter aux élections sur des bases de démocratie directe et qu'elle est prête à reprendre la machine institutionnelle, ce qui est un énorme défi, là, ouais, c'est intéressant. Pour moi, les caractéristiques du mouvement municipaliste, il y en a 4. C'est la radicalité démocratique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on, comme d'ailleurs à Barcelone où ils reprenaient le slogan zapatiste, comment est-ce qu'on gouverne en obéissant, c'est-à-dire comment est-ce qu'on applique la démocratie directe
des assemblées, mais aussi des mécanismes de contrôle de l'exercice du pouvoir très forts, soutenir l'expertise citoyenne, travailler sur un code éthique des élus pour contrôler leur mandat. Donc c'est la radicalité démocratique. Ensuite, c'est la féminisation de la politique. C'est-à-dire les femmes, c'est pas que des figurantes dans des conseils municipaux et il faut absolument qu'on ait le 50-50. C'est comment est-ce que féminiser la politique, c'est aussi changer d'approche de la politique et par là même, dans la pratique, remettre en cause le patriarcat et ses valeurs. Donc le patriarcat qui est basé sur la compétitivité, sur l'exercice d'un pouvoir qui est quand même pas mal basé sur le culte du chef et l'autorité. La féminisation de la politique, c'est l'idée qu'on fait de la politique en écoutant. C'est l'idée qu'on mobilise une attitude qui change justement de cet exercice patriarcal du pouvoir pour écouter, pour dialoguer, pour faire de la politique autrement. Et ça, c'est quelque chose d'assez important. Ensuite, il y a la transition écologique. Et la transition écologique, ça fait appel à toute la question de la relocalisation de l'économie, de qu'est-ce que peuvent mobiliser les collectivités comme outil pour cette relocalisation de l'économie et promouvoir des modes de production plus locaux, plus durables. Ça a été, d'ailleurs là je fais une petite mention au rapport qu'on vient de publier à l'ETEC qui s'appelle « Collectivité, reprendre la main, c'est possible », où on étudie toutes les possibilités de régie, de remunicipalisation, de comment contourner un peu toute cette réglementation européenne qui fait obligation dans les marchés publics à faire jouer la concurrence et souvent au détriment des économies soutenables. Donc la transition écologique, c'est effectivement comment est-ce qu'on peut changer le paradigme économique à partir du local, contribuer à la relocalisation, mais aussi évidemment encourager l'agriculture urbaine et tout ce qui, dans les villes, a trait à la gestion des biens communs. Et le dernier axe, c'est les droits, et les droits dans leur universalité. Et c'est là que ça convoque la question des migrants. Quand on parle des droits universels, on parle des droits pour tous. Et donc là, il y a eu pas mal d'expériences assez intéressantes, mais qui viennent déjà des villes américaines qu'on a appelées villes sanctuaires dans les années 90, qui ont mis en place ce qu'on appelle un document local d'identité pour permettre aux migrants d'avoir accès aux droits essentiels, aux droits aux équipements publics, et aussi ce qui permettait d'engager les travailleurs municipaux à la confidentialité, évidemment, à ne pas échanger les fichiers avec l'administration fédérale américaine qui, à cette époque-là, venait d'adopter le Patriot Act et qui faisait obligation aux travailleurs sociaux de dénoncer les travailleurs sans papier. Donc l'idée, c'est vraiment cette idée d'universalité des droits. On gouverne pour les gens, donc on gouverne par les droits, et ça change beaucoup, notamment en termes de politique publique, d'action sociale. Aujourd'hui, quand on parle de l'action sociale, et beaucoup en France, on parle de prendre en charge. On prend en charge la misère, quoi. Aujourd'hui, je crois que la question des droits, adopter cette approche par les droits dans l'action publique, c'est changer l'approche, c'est se dire on part des droits des gens et pas de la machine qui prend en charge, et on travaille de la façon la plus participative possible à cette approche par les droits de l'action publique, qui en fait a une finalité. L'action publique, c'est l'exercice des droits par l'ensemble des citoyens. Alors une plateforme citoyenne, c'est d'abord une confluence, c'est-à-dire que, et là c'est un peu ce que raconte Murray Bookchin aussi, quand il dit il faut réunir les différents intérêts des différents mouvements sur un territoire, les luttes pour les droits civiques, les luttes pour le climat et l'environnement écologiste, les luttes féministes. En fait, évidemment, toutes ces luttes sont liées parce qu'elles conforment à un projet de société. Et donc, faire en sorte que les différents mouvements sociaux, mouvements citoyens, associations, la société civile s'organisent à partir de ces différentes approches pour être force de proposition, c'est ça, une confluence citoyenne. Et ça se passe dans l'espace public, ça se passe partout c'est possible. L'idée, c'est une personne, une voix. C'est une vieille idée de la Révolution française. C'est que dans une confluence citoyenne, c'est pas, on décide pas entre organisations, on décide, on se met tous au même niveau et on décide en tant que personne.
Après, comment ça fonctionne? Ça fonctionne beaucoup sur l'idée du cercle, c'est-à-dire qu'il y a une assemblée, il y a des commissions thématiques, des commissions territoriales, basées sur les volontés de chacun de participer. Et il y a une coordinadora, une coordination qui, en fait, en général, donc, est élue par l'Assemblée et qui intègre aussi des représentants des différents quartiers et qui va être en charge d'appliquer, de proposer d'appliquer, on va dire, d'être l'organe exécutif. Ce qui est intéressant dans l'idée des plateformes citoyennes aussi, et on a vu là aux dernières élections à Barcelone qui ont fait couler pas mal d'encre. Hein. Effectivement, c'est difficile de comprendre dans ce système d'alliance que Ada Colau ait accepté la voix de Manuel Valls. Il se trouve qu'en fait, chacun de ces choix-là, hein, est-ce qu'on présente une candidature, est-ce qu'Ada Colau se représente et est-ce qu'elle accepte du coup les voix de Manuel Valls, enfin la voix. Ça a été une décision qui a été prise en Assemblée. Et ça, c'est quand même assez rare qu'à chaque fois qu'il y a un choix stratégique, on convoque l'Assemblée et qu'on ne décide pas dans un huis clos de négociation dans les bureaux des élus à la mairie de Barcelone. Ça, c'est une question idéologique. Murray Bookchin, évidemment, il était libertaire. Donc Murray Bookchin, hein, qui a le premier parlé, en tout cas dans les années 80, du municipalisme, ce qu'il appelait le municipalisme libertaire. Dans sa conception, c'était une façon de reprendre le pouvoir en remettant en cause l'État-nation. Aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que l'État-nation, certes, moi je crois qu'il est plus pertinent pour gérer les sociétés qui sont intrinsèquement diverses. Et que, je ne sais pas si on peut se passer d'un État, mais peut-être que la question du municipalisme, elle est essentielle parce qu'elle permet de reconstruire le pouvoir des gens dans leur lieu de vie, hein, et qu'à partir de là, ça peut constituer une nouvelle base des nouvelles bases pour un État qui serait peut-être plus basé sur le fédéralisme. Pour autant, dans l'entre-deux, ce qui est très important, c'est d'avoir une décentralisation forte. Et aujourd'hui, cette décentralisation, elle s'érode dans pas mal d'endroits du monde, notamment en France. Hein. Il y a un mouvement global d'affaiblissement de la démocratie locale, parce qu'il y a un mouvement d'affaiblissement de la décentralisation. Pour autant, est-ce que les communes peuvent dépasser l'État ? Je pense qu'elles peuvent. Moi, je dirais qu'elles peuvent fortement contribuer à sa reconstitution sur des bases plus fédérales et à partir d'une repolitisation du quotidien des habitants.